Oui. La communication suivante est présentée par Alain Leduc et a pour sujet partenariat universitaire au Tchad et en Mauritanie. Alain. Chers collègues, le partenariat universitaire entre la France et l'Afrique est une histoire très ancienne. Elle était extrêmement développée et la France a envoyé de nombreux enseignants dans les facultés de médecine. Ce partenariat s'est contracté à la suite de l'indépendance des différents pays et plus récemment sous la contrainte de facteurs dits sécuritaires. Actuellement, il est moribond. Alors, je vais vous présenter une expérience de terrain d'un partenariat qui existe actuellement entre l'Université du Tchad et la Mauritanie. Voilà. Un petit tableau pour rappeler la densité médicale pour 1000 habitants. Le Tchad, c'est 0,04 médecins pour 1000 habitants. La Mauritanie est à peine mieux dotée avec 0,10 médecins pour 1000 habitants. Pour rappel, la France a 3,19, l'Allemagne 4. Alors, les champions du monde, c'est Cuba, avec 6,70 médecins pour 1000 habitants. Vous savez qu'à Cuba, il y a des usines à fabriquer des médecins et que le produit médical est exporté dans les différentes parties du monde, notamment en Afrique. Et bien sûr, la Grèce est championne numéro 2 avec 6,10, mais on ne pouvait pas attendre moins du pays d'Hippocrate. Le Tchad, il est situé en plein milieu de l'Afrique, en zone subsaharienne, et il a un environnement pas très sécurisé avec la Libye, le Niger, le nord Nigeria, etc. Et on voit qu'N'Djamena est tout à côté des lacs tchadiens, là où il y a du Boko Haram et du Daesh, en veux-tu, en voilà. La caractéristique de la population du Tchad est assez bigarrée. 200 chefferies traditionnelles, une religion qui comporte 60% de musulmans sunnites et 40% de chrétiens, avec un mélange assez acrobatique de catholiques, d'évangéliques, enfin, etc. De toute façon, le gouvernement développe officiellement la laïcité. Il n'a pas pris parti. Quant à la langue officielle, c'est l'arabe et le français. 11 millions d'habitants, 650 médecins, une des plus pauvres densités médicales au monde. Caractéristiques de la santé au Tchad, accès aux soins médicaux, ça c'est vraiment pas original, limité dans la capitale, inexistant ailleurs, avec une prédominance écrasante évidemment de la vie et des traitements appliqués par des tradis praticiens dont certains sont de véritables crapules. Arrivée tardive dans les centres de soins, c'est assez régulier. Quant à la pharmacie, certaines sont officielles, mais le plus gros de la pharmacie se situe sur les trottoirs, avec évidemment une certaine densité de médicaments falsifiés. Quant à l'espérance de vie, elle découle de tout ça, c'est 45, 50 ans, c'est pas terrible. Alors, nous allons parler, nous, de la formation du deuxième cycle des études médicales. On est bien avant la spécialité, nous sommes au deuxième cycle, nous nous occupons de cette formation. Il y a deux facultés qui fonctionnent au Tchad, faculté publique de l'université d'N'Djamena, créée en 70, mais du fait des conflits, ça a été fermé pendant pas mal de temps, près de 13 ans, et puis c'est réouvert en 93. Il y a bien une faculté à Béché, Sciences de la vie en 2011, mais on n'est pas sûr que le produit fini soit parfait et on n'a pas encore un taux de productivité médicale fort par cette faculté d'Abéché. Et enfin, une faculté privée de médecine créée en 2005 aux portes d'N'Djamena. Nous allons parler de cette faculté. La faculté s'appelle Teilhard de Chardin, c'est dire que c'est la Compagnie de Jésus qui l'a créée, ce sont des jésuites, et c'est le père Angelo Gherardi qui a actuellement 84 ans, missionnaire jésuite, personnage extraordinaire car il a à son actif au centre du Tchad la création d'un hôpital de 130 lits, de 8 centres de santé, d'un collège, de 10 fermes,
agricole, etc. C'est un Italien, c'est un bâtisseur, c'est un fonceur, c'est un vrai missionnaire jésuite. Et en 2005, il a créé un complexe universitaire aux portes d'Njamena. Banlieue d'Njamena, sur les bords du fleuve Chari, 11 bâtiments de 500 mètres carrés, avec une faculté de médecine, un CHU comportant des activités médicales, chirurgicales, une maternité très active, une école d'infirmières, un pensionnat universitaire. Alors vous voyez où c'est situé, là c'est dans le cercle, c'est en face, de l'autre côté d'Njamena par rapport au fleuve Chari. Et puis vous voyez que c'est pas l'esthétisme qui est une grande préoccupation à la Compagnie de Jésus, c'est du fonctionnel, du fonctionnel. Il est sûr que on rigole pas là-dedans. Heureusement, il y a le fleuve Chari avec toujours les mêmes pêcheurs à l'aviron qui vont jeter les filets et relever des lignes. Mais le fleuve Chari déborde assez souvent. Il envahit le bidonville qui est en face et il envahit aussi la faculté du Bon Samaritain, notamment les chambres d'étudiants. Mais tout le monde s'habitue aux caprices du fleuve. Un bloc opératoire qui est correct, qui manque d'instrumentation, laquelle est vieillotte, non refaite et un peu brinque-ballante. Mais enfin, c'est dirigé par une sœur italienne, ça va. Revenons au deuxième cycle. Alors, l'entrée dans cette faculté de médecine est sérieusement faite. Il y a une sélection sur 160 postulats avec 30 places retenues. C'est déjà une vraie sélection. La durée des études est de 7 ans. Et une promotion est faite tous les 3 ans. La faculté n'a pas la capacité pour l'instant d'absorber les étudiants chaque année. Les études sont agréées par les autorités universitaires publiques au Tchad. Mais enfin, il faut dire qu'entre le public et le privé, ils se regardent en chien de faïence. Le professeur Farah, que j'ai bien connu quand j'étais doyen, exerce les fonctions de doyen sur place. Il fait un travail fantastique. Je ne connais pas d'homme à avoir autant de volonté et de détermination et de sacrifice de sa part. Il faut croire que la croyance en un être suprême, ça aide beaucoup. Quant à la maquette pédagogique, elle est calquée sur les facultés francophones et notamment ça fonctionne comme la faculté Saint-Joseph de Beyrouth. Le partenariat a commencé avec les facultés de Milan à la création, puisque le père Gherardi est un Italien, mais la faculté de Milan a envoyé exclusivement des enseignants d'extrême gauche, révolutionnaires, qui, pendant leurs cours, demandaient aux étudiants en médecine de se soulever contre les autorités. Alors, le père Gherardi a trouvé que c'était abusif. Il a rompu toute connexion avec la faculté de Milan et il s'est tourné vers la France, la Suisse, Liban, Belgique, car l'enseignement est bien sûr francophone. Toutes les disciplines sont enseignées et le carnet de Père Farah en termes d'enseignement est assez fourni et en général bien orienté. Alors, l'idée, c'est de faire des médecins, comme pour telle faculté de médecine, c'est pas de faire des chirurgiens, c'est de faire des médecins, même en Europe. Et que ces médecins aillent dans les régions les plus défavorisées, et Dieu sait si le choix est facile à faire, au Tchad, à travers des contrats d'études. Tout ça est en renégociation, car pour l'instant, ça se cherche un peu, mais c'est ça l'idée de base, et éventuellement de créer des médecins plus spécialisés, c'est-à-dire de faire un 3e cycle et de garder certains médecins au CHU. Voici une promotion qui est là en 5e année, et puis la semaine dernière, il y a eu la sortie, il y a eu le passage des thèses et la sortie des 27 étudiants en médecine qui sont devenus médecins. Leurs thèses étaient de bonne qualité. Ce sont des médecins bien formés par des enseignants européens et qui ont eu le courage de mener cette année d'études. Et voici la photo de quelques femmes africaines dont tout le monde sait qu'elles sont l'avenir de l'Afrique. Cette remise de thèse s'accompagne d'un enthousiasme typiquement africain.
Et voilà Pierre Farah porté en triomphe par les étudiants qui viennent de recevoir leur diplôme. Voici les deux héros. Le père Angelo Gherardi, 85 ans au compteur, qui est à gauche, et le professeur Pierre Farah, ancien doyen de Beyrouth, qui va avoir 80 ans et qui m'assure être là encore quelques petites années. La Mauritanie. Bon, elle est formée de morts, ça n'a rien d'original, à 75%, mais enfin, ça définit quand même le type de population. C'est un pays, lui, qui est officiellement musulman. Alors attention, quand vous enseignez à 5 heures de l'après-midi, tous les étudiants partent, c'est pas pour aller pisser, c'est pour aller prier. Et pas question de les retenir. Et la première fois que ça vous arrive, vous donnez l'autorisation à un étudiant, puis vous voyez que la salle se vide et vous les retrouvez en prière dans le hall d'entrée de la faculté. Bon, l'ancienne faculté était très délabrée, ça c'est un aspect de cette faculté. Et puis, coup de baguette magique, nouvelle faculté à quelques kilomètres de la capitale, en plein désert. Cette faculté est superbe et surdimensionnée et elle fait l'objet d'un troc contre des terres chargées de pétrole et d'or avec la Chine. Elle est donc construite par les Chinois. Voilà la faculté, elle n'est pas encore ouverte, elle vient de s'ouvrir. Elle est magnifique, j'ai rarement vu une faculté aussi belle. À mon avis, elle a été copiée sur une faculté chinoise pouvant accommoder 4 ou 5 000 élèves. Il y en a 300. Bon, ça fait rien. Et voici l'homme qui est le doyen. Alors lui, il est comme ça. Hein. Il est très drôle. Il est plein d'humour. Il a une certaine liberté de langage. Et comme je m'étonnais un peu de cette espèce de liberté de langage, de liberté de propos pour un doyen musulman, il m'a dit, mais j'ai été élevé par les marins bretons. Quand j'étais jeune, j'habitais au bord de mer et les tonniers bretons venaient. Quand ils débarquaient à terre, je les suivais et on s'amusait bien. Donc, il a un grand sens de l'humour. Il est très francophile et avec lui, on peut discuter, je dirais, sérieusement de problèmes sérieux. En Mauritanie, la première promotion est sortie en 2006. La durée des études est 7 ans, ça, on n'y coupe pas, tout le monde s'est calqué sur cette durée. Et là, il y a de 60 à 80 élèves qui sortent chaque année. Et je crois que le général Dumurgier, qui va prendre la parole tout à l'heure, a assisté à la remise des thèses, a participé à la remise des thèses cette année à Nouakchott. Quelles sont les règles à respecter quand vous faites un partenariat avec des facultés publiques? Avec les facultés privées, c'est différent, les arrangements sont plus faciles. Mais avec les facultés publiques, il faut d'abord une entente préalable, surtout si vous êtes en activité, entre votre doyen et le doyen de cette faculté. Il faut s'entendre avec les enseignants de la discipline pour ne pas leur porter ombrage. C'est très important, il faut les voir. Non seulement ça, mais il faut s'accorder sur le contenu des cours. Il ne faut pas leur marcher sur les pieds. Il faut avoir une disponibilité accordée au calendrier universitaire et en fait, si on vous le demande, assurer et la rédaction des textes pour les examens et assurer la correction des examens. Mais que vous enseignez dans le public ou dans le privé, n'oubliez pas que vous êtes en 2e cycle. Donc, l'enseignement en Afrique, pour l'heure, est avant tout clinique. En effet, ces promotions-là, qui vont être médecins dans peu de temps, 2 ou 3 années, auront peu de choses à leur disposition, surtout s'ils partent en brousse. Les examens complémentaires doivent être basiques. C'est en voie d'amélioration, mais ça reste très sommaire et les résultats fantaisistes, ça court les rues. Quelquefois, les examens ne sont pas faits. On répond quand même, on donne quand même un chiffre. Ça n'a pas d'importance. Quant à l'imagerie, elle se limite aux radios simples, mais surtout à l'échographie et au scanner, et encore à l'échographie. Il y a installé dans ces pays des échographistes qui ne sont échographistes que de nom et qui vous donnent des comptes rendus
complètement falsifiés, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il faut donc chaque fois être très méfiant, et vous pouvez tomber sur des échographistes qui sont d'aimables fantaisistes. Enfin, le scanner commence à être assez diffusé. Quant aux traitements chirurgicaux, lorsqu'il vous en parlait, il ne faut pas les faire trop rêver non plus. Pour l'instant, c'est une chirurgie traditionnelle, non sophistiquée, peu onéreuse, avec un matériel à maintenance simple. Donc il faut bien expliquer aux étudiants que c'est ce qu'ils auront à faire. Ne pas oublier qu'il s'agit d'une médecine et d'une chirurgie pour une clientèle pauvre, sans sécurité sociale, et dans des hôpitaux souvent mal outillés et qui ont des budgets à la godille, donc ils ne peuvent pas faire d'efforts financiers. Je vous remercie. Merci Alain. Commentaire invité, Claude Dumurgier. Oui. Bien, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Chers collègues, on va parler de choses... D'abord, je ne ferai pas de commentaires sur la très belle communication d'Alain Deduc, puisqu'il rentre du Tchad. Il était encore au Tchad il y a 2 jours. Il a fait une mission d'enseignement, comme vous l'avez vu, avec Jacques Lansac, à l'hôpital du Bon Samaritain. Je tiens simplement à saluer une des dernières expériences de formation chirurgicale, humaine, présentielle, parce qu'on parle beaucoup de virtuel aujourd'hui, en langue française et dans le cadre d'une faculté de médecine, donc universitaire, avec, bien entendu, un volet hospitalier. Avec l'autorisation du professeur Leduc et de Philippe Marre, j'aimerais vous parler d'un rapport qui a été fait par nos amis anglo-saxons, très important, sur ce qu'ils appellent le Global Surgery. Ce rapport, il a 70 pages, et il est paru ils l'ont publié en août 2015, avant justement la grande réunion de l'ONU sur les objectifs du millénaire, qui sont devenus maintenant les objectifs du développement durable. C'est important parce que la chirurgie, tous les projets, il faut quand même des financements. Alors vous savez qu'au niveau... Et ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'on met toujours les chirurgiens et anesthésistes. C'est vraiment ce rapport, je vais vous en parler après, très rapidement, vous donner un résumé, pour vous parler des 70 pages. Mais vous savez que pour la société civile, les décideurs, les hauts fonctionnaires, dans les pays riches, la chirurgie, c'est complexe, c'est coûteux. Et le travail de nos collègues américains, dans 111 pays, pendant 18 mois, avec 25 rapporteurs, des centaines de collaborateurs, des milliers de gens qui ont été interrogés, montrent qu'on doit pouvoir arriver avec les ODD, dont je vous définirai après ce que c'est, on doit arriver à une chirurgie accessible d'ici 2030, tout ça dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, abordable, faite à temps, et qu'ils arrivent à prouver que ceci a un impact économique considérable. Et donc, si vous voulez, en fait, je voudrais terminer par une question en vous donnant quelques chiffres qui sont dans ce rapport. Ce serait intéressant que les gens lisent. Il y a 70 pages, c'est de l'anglais facile, et c'est très intéressant parce que ça vous montre l'état de la chirurgie, ce qu'ils appellent Global Surgery, dans les 11 pays, ce qu'ils appellent Low Middle Income Countries, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle un peu les pays émergents, les pays sous-développés. Alors, petit rappel, si vous voulez, sur les OMD, mais très très rapidement. En 2000, il y a eu ce qu'on appelait les 8 objectifs du millénaire, entre 2000 et 2015, et du côté français, ça c'est important pour les financements, seuls 4 objectifs ont été financés par les organismes institutionnels français,
de façon à diminuer la mortalité infantile et donc lutter. Et l'enfant, c'était l'objectif numéro 4, la mère, l'objectif numéro 5, et le 6, c'était donc le sida. Tous ces objectifs chiffrés en 2000 ont permis de diminuer la mortalité maternelle, pas toujours d'ailleurs, mais surtout à diminuer le sida. Elles ont bénéficié, en ce qui concerne la France, à peu près de 90% de l'aide publique au développement. Alors essentiellement le Fonds mondial, je vous rappelle les chiffres, c'est 380 millions par an. United, c'est 170 millions, même si ce n'est pas institutionnel, c'est quand même la moitié pour Air France. Muskoka, c'est 500 millions pour 5 ans, soit 100 millions par an. Et puis les actions de développement saupoudrées, comme je dis, sur les OMD 4, 5 et 6 de l'Agence française de développement, qui est actuellement, au niveau du ministère des Affaires étrangères, a pratiquement toute la gouvernance. Le 25 septembre 2015, un vote à l'unanimité de l'ONU a voté les ODD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable, à la mode, puisqu'on est à quelques jours de la COP. Et bien sur ces 17 ODD, il n'y a plus qu'une recommandation, alors il y a tout dedans, il n'y a plus qu'une recommandation qui s'intéresse à la santé d'une manière très grave, très vague, si vous voulez, puisque traduit en français, c'est la bonne santé et le bien-être. Donc, à l'ONU, à New York, c'était Good Health and Welfare. Pas un mot de l'accessibilité à la chirurgie et, partant, pas de financement. Alors, l'article qu'il faudrait s'approprier, je pense, le travail, ça a été un travail qui a été fait par 25, je vous dis, rédacteurs en chef, plusieurs centaines de collaborateurs, des milliers de personnes interrogées. Et ce texte a été présenté à la presse, dans une société anglaise, la Royal Society of Medicine, et publié en en août 2015, c'est-à-dire avant cette conférence de l'ONU qui devait voter les ODD. Et malheureusement, la chirurgie n'est absolument pas mentionnée. Donc il faut savoir que ce qui inspire la politique, en particulier, on viendra pour la dernière diapo de la France, ça repose sur les OMD jusqu'en 2015, et jusqu'en 2030, ce sera sur les ODD. Alors, quelques chiffres. Alors, l'insuffisance de la chirurgie et de l'anesthésie, les deux sont associés, ça intéresse à peu près 5 milliards d'habitants. Ils considèrent dans ce travail que 2 milliards dans la population, on doit être autour de 7 milliards, eh bien, n'ont pas accès, en gros, à la chirurgie. Quelles sont les conséquences, toujours dans cette commission, dans ces 70 pages, et c'est extrêmement bien fait, je résume. Alors, ils ont étudié sur l'année 2010, la mortalité, évaluation de la mortalité en 2010. Alors, avec ces gens qui ont travaillé, ce sont des chirurgiens, des anesthésistes, des économistes de la santé. Et pour les chiffres de l'infectiologie, j'ai demandé à mon camarade Buisson de vérifier les chiffres de l'OMS. Ce sont des chiffres vraiment officiels. Donc, ce qu'ils appellent le Global Burden of Surgical Disease, eh bien, ça représente à peu près près de 17 millions de décès par absence ou insuffisance de chirurgie, soit un tiers de la mortalité du monde. Alors que, je le rappelle, les chiffres très élevés qui actuellement bénéficient de la majorité des financements institutionnels en France, c'est essentiellement pour les 3 grandes endémies, HIV-Sida 1,4 million de décès, ce qui est quand même très important, la tuberculose 1,2, le paludisme 1,2. Tout ça, ce sont des chiffres de 2010. Donc je pense que là-dessus, c'est essentiellement le chiffre du sida qui a dû diminuer maintenant en 2015. La morbidité, alors ils font appel à un indicateur qui serait très long à expliquer, Disability Adjusted Life Years, DALY, pour être plus simple. En gros, c'est la morbidité. Il y a des pages et des pages pour expliquer cet indicateur, mais pour les économistes de la santé, c'est un indicateur extrêmement important. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils évaluent l'appauvrissement, voire la ruine de plus de 80 millions de familles ayant reçu un traitement chirurgical de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'ils espèrent qu'en 2030, dans ces pays-là, il y aura une chirurgie affordable and timely, c'est-à-dire en temps utile, non pas au stade 8. Alors, après, il y a 40 pages de solutions, et on ne va même pas les résumer, mais ils évaluent qu'entre 2015 et 2030,
pour mettre les pays sous-développés au même niveau que les pays développés, il faudrait pratiquer 143 millions d'interventions. Donc vous voyez, il faut augmenter largement ce qu'ils appellent la workforce, c'est-à-dire le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières, les ibodes, etc. Et on aboutirait ainsi à une baisse non seulement de la mortalité en millions de vies, mais aussi à des dizaines de millions d'années de perdus avec le handicap, sans oublier les conséquences économiques. Les auteurs estiment que les coûts entre 2015 et 2030, mais vous voyez, dans les ODD, on n'en parle pas, donc c'est un peu théorique. Pour mettre les services chirurgicaux au niveau des pays développés, il faudrait 300 milliards dans 87 pays, pour 87 pays, et 550 milliards pour 111 pays. Alors, ce qu'ils appellent l'inaction, ça résume bien, c'est-à-dire laisser les choses comme elles sont actuellement, eh bien, ça entraînera une perte, alors, de 12 trillions, donc 12 300 milliards de dollars dans ces 111 pays. Donc vous voyez, c'est un rapport qui est quand même très important parce que ça, on a parlé d'e-learning, d'enseignement universitaire, mais vous voyez que pour atteindre cet objectif, ça va être très difficile. Alors il donne deux exemples très bien étudiés. Le Rwanda, où il y a 14 universités américaines qui interviennent actuellement, il y a un projet de 174 millions. Et plus de 100 Américains de ces universités, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, etc., forment les gens non seulement à Kigali, mais aussi dans les hôpitaux de district. Et ceci pendant 7 ans. Donc, cette commission, dans ce rapport, ne se contente pas de valider les chiffres, mais proposait des recommandations pour atteindre ces objectifs du millénaire, du moins pour ce qui est de la chirurgie, pour 2030, mais je dis bien proposait, puisque ces objectifs n'ont pas été adoptés. Enfin, ils sont dans cette recommandation bien-être et santé. Donc, vous voyez, la chirurgie, on est quand même un peu loin. Alors, je terminerai pour notre pays. Même si les crédits de santé nationale de la France sont sanctuarisés. Il y a eu une réunion, pour certains qui étaient ici, avec un directeur de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, je crois en 2014, et enfin il y avait Jacques Beaulieu, vous y étiez, Marc Gentilini, où le monsieur de Saint-Jour, qui était directeur de la mondialisation, a dit que les crédits de la France étaient sanctuarisés. Sanctuarisés, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher. Donc il n'y a pas d'autres crédits possibles pour les actions dont nous avons parlé, nous en parlerons après. Ils sont sanctuarisés par le DICID, la Direction interministérielle de coopération internationale, qui comprend 15 ministères et du développement. Et dans le texte du DICID, il y a une recommandation, la numéro 8, et donc, il n'est question que d'infectiologie et il demande simplement qu'on rajoute l'hépatite C. Vous voyez, donc il faudra encore un peu plus d'argent. Donc, la chirurgie, on en est bien loin. Et ce programme du DICID, il a été voté par le Parlement en février 2014. Donc, vous voyez, jusqu'en 2020, je ne sais pas, on va trouver l'argent pour les programmes chirurgicaux. Donc, si vous voulez, je voulais terminer par une question. C'est peut-être un peu ambitieuse, mais la réorientation de la politique française dans le domaine de la coopération de la santé internationale, même si le mot coopération est mal vu actuellement par les hauts fonctionnaires, pourrait peut-être, après lecture de ces 70 pages, faire l'objet d'une discussion et de recommandations lors d'une prochaine séance de l'Académie de chirurgie. Je vous remercie. Alors, une question. Les chiffres sont faramineux et on se pose la question de la corruption qui va s'introduire évidemment dans la gestion de ces fonds. Quelle est la réflexion à ce sujet ? Alors, je pense que le conseil que je peux vous donner, c'est de lire ces 70 pages. Hein. Il parle effectivement de la corruption. Ce qui est étonnant, c'est que là, ça vient évidemment, c'est le directeur de tout ça, c'est Harvard. Hein, c'est une chaire de Global and Surgery and Global Medicine, le professeur Farmer. Mais derrière, c'est des 25 rapporteurs, des centaines de rédacteurs. Hein, vous voyez, 70 pages, ce résumé très dense, très petit, avec des travaux très complets. Il parle de la corruption. Hein. Je signale quand même que c'est quand même un rapport qui est essentiellement fait par des Américains, mais avec un tas de collègues de Tanzanie, enfin essentiellement les pays anglophones. Hein. Mais il y a dans la liste, il y a un ou deux Sénégalais, il y a très peu.
il parle beaucoup de corruption. Il n'y a pas un mot sur l'e-learning, hein, par exemple. Je vous le signale quand même pour 2015-2030. Hein. Eux, ils parlent d'une coopération vraiment présentielle, alors avec quelques exemples qu'ils donnent. Je vous conseille de lire ça. Coopération présentielle, c'est-à-dire c'est pratiquement des 10% d'universités américaines qui se déplacent dans le pays. Hein. C'est pas les gens qui viennent, c'est pas les gens du Rwanda qui viennent aux États-Unis. Ce sont une centaine d'Américains qui remodèlent, alors c'est dit avec beaucoup de termes diplomatiques, hein, mais enfin en gros qui donnent une formation complémentaire, non seulement aux chirurgiens, aux anesthésistes, mais aussi aux infirmières. Et il y a aussi l'équipement dans cet argent. Hein. Ce qui me paraît beaucoup plus, et là c'est bien de parler de la corruption, c'est que dans le programme du Rwanda, ils disent que l'argent est donné au ministère et que c'est ce ministère qui paye les coopérants américains. Ça, je ne sais pas si c'est tout à fait possible, surtout que les coopérants américains, ils ne sont pas bénévoles en principe. Ils travaillent là-bas, c'est des contrats d'1 an minimum, et ils restent là-bas 7 ans. Mais vraiment, il faut lire, c'est pour ça que je vais terminer par ce rapport, il faut le lire, parce que vraiment, je pense que ça doit intéresser au premier chef l'Académie de chirurgie et essayer d'influer, en sachant que jusqu'en 2020, en principe, tout est sanctuarisé. Très bien, cher Claude Dumurgier. Je retiens comme qualité de président de cette académie cette proposition de réunion sur la base de l'analyse de ce document qui a l'air très complet. Et je demande au secrétaire général de prévoir ça dans un emploi du temps